Le son ne semblait pas naturel, ce n'était pas le tonnerre, ce n'était pas une branche qui cassait, ce n'était pas un animal, c'était métallique, traîné, déchirant la boue. Les inondations avaient détruit la moitié du petit village de Saint-Romain-les-Bois, en Nouvelle-Aquitaine. Les eaux se retirèrent lentement, laissant derrière elles une forte odeur de terre retournée et de bois pourri. C'est alors que Julien Morel l'a appris. Bruit. Il s'est figé. Le bruit provenait de la rive, là où ne s'étendait auparavant qu'une forêt dense. La crue avait déraciné des arbres entiers, créant une clairière où personne n'avait jamais mis les pieds. Un autre son. Clang, clang, comme du métal qui frappe de la pierre. Julien n'était pas seul. D'autres habitants s'étaient également arrêtés. Un silence pesant s'abattit sur le village. Même les oiseaux s'étaient tus. Quelque chose émergeait de la boue. D'abord, un bord incurvé apparut, recouvert d'une épaisse couche de rouille. Puis des éclats de verre reflétaient la faible lumière de fin d'après-midi. Et puis quelqu'un a chuchoté, on dirait une cabane. Julien sentit son estomac se nouer lorsqu'il reconnut la forme. Il avait déjà vu cette silhouette, 9 ans plus tôt, dans les journaux, à la télévision, dans l'actualité nationale, l'hélicoptère disparu en 2001. Le même hélicoptère qui, selon les autorités, n'avait jamais pénétré dans cette région auparavant. Le même hélicoptère qui transportait 3 personnes à bord a tout simplement disparu des écrans radars. L'eau continuait de ruisseler le long de la carcasse exposée. Et quelque chose en lui s'est mis en mouvement. Quelqu'un a couru, quelqu'un a crié, mais personne n'a réussi à s'en approcher. Un quart, tout au fond de la cabine, derrière les débris de verre, il y avait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Mais rien de tout cela n'a commencé ainsi. Julien Morel détestait retourner dans cette forêt. Il avait 38 ans à présent. En 2001, il en avait 29, trop jeune pour comprendre la gravité d'une disparition nationale, trop vieux pour en oublier chaque détail. À cette époque, il était assistant administratif à la mairie de Saint-Romain-les-Bois. C'est lui qui a reçu le premier appel de l'aviation civile. Un hélicoptère privé a disparu des écrans radars à 18h42. Modèle léger. Numéro d'immatriculation enregistré. Plan de vol simple. Départ de Bordeaux. Destination, une propriété rurale près du village. Mais selon les documents officiels, l'hélicoptère jamais il est entré dans l'espace aérien de la région. Le rapport final mentionnait une désorientation, un possible crash dans l'Atlantique et une erreur de navigation. Affaire classée. Sauf que Julien se souvenait de quelque chose dont personne d'autre ne semblait se souvenir. La nuit de la disparition, un orage inhabituel éclata, la foudre frappa la forêt. Il y eut une panne de courant qui dura des heures, et à 19h03, il en était certain, les vitres de la mairie vibrèrent sous un bruit sourd qui ne ressemblait pas au tonnerre. Il avait fait ce commentaire à l'époque. Ils se sont moqués de lui. Impression. Écho. Vous avez dû vous tromper. Et maintenant, 9 ans plus tard, une inondation a révélé un hélicoptère enfoui précisément là où les experts avaient assuré qu'il n'avait jamais été. Lorsque les pompiers sont arrivés dans la clairière créée par les inondations, la tension était palpable. La zone a été bouclée, la gendarmerie a été appelée en renfort. L'un des policiers sortis du véhicule a fait retenir son souffle à Julien. Capitaine Étienne Valois. Il était également impliqué dans l'affaire initiale en 2001, et il semblait furieux d'être là. « Ce n'est pas possible », murmura Valois, trop bas pour que les autres l'entendent. Mais Julien a entendu. Et puis il réalisa quelque chose de pire. Valois n'était pas surpris. J'étais inquiet. Pendant que les pompiers dégageaient la boue autour de la cabane, une première confirmation est apparue. Le numéro d'immatriculation sur le côté correspondait à celui de l'hélicoptère disparu. 3 occupants. Henri Delacroix, homme d'affaires du secteur de l'énergie. Claire Dufour, journaliste d'investigation. Marc Lemaire, cavalier expérimenté. Jamais trouvé, jusqu'à maintenant. Mais lorsqu'ils ouvrirent enfin la porte partiellement enterrée, le silence était plus lourd que l'air humide de la forêt. La cabine était vide. Aucun corps,
sans os, sans vêtements, aucune trace biologique apparente, uniquement des marques. Falaise profonde, pas de métal à l'intérieur, comme si quelque chose avait essayé de s'échapper ou entrer. Le capitaine Valois a ordonné à tout le monde de s'écarter. Il a précisé que l'enquête serait menée par les autorités fédérales. Il a déclaré que personne ne devait faire de commentaires. Il a déclaré que la presse n'avait pas besoin d'être au courant pour le moment. Cela a déclenché quelque chose chez Julien, car 9 ans plus tôt, la presse savait tout en moins de 24 heures. Pourquoi ce silence maintenant? Et il y avait un autre détail. Un objet qui n'aurait pas dû se trouver là était fixé au tableau de bord, partiellement protégé de la boue. Une montre numérique, toujours en activité. Réglage de l'heure à 19h03. Exactement au même moment que le bruit que Julien avait entendu 9 ans auparavant. Or, cela n'a jamais été inclus dans aucun rapport officiel. Julien sentit alors le poids de ce choix se concrétiser. Fais comme si tu ne l'avais pas vu, ou enfin prouver qu'ils lui ont menti, et peut-être même pour tout le pays, parce que si l'hélicoptère s'écrasait là, donc quelqu'un était au courant, et il l'a caché. La forêt fut isolée en moins de 3 heures. La presse n'était pas encore au courant. Officiellement, il s'agissait simplement de vieux débris mis au jour par les inondations. Mais à l'intérieur du périmètre improvisé délimité par des rubans rouges, l'atmosphère était empreinte de quelque chose de bien plus important. Julien observait de loin lorsqu'il remarqua le premier détail étrange. L'hélicoptère n'a pas été mis en panne comme il aurait dû l'être, aucun signe d'impact frontal contre les arbres n'a été constaté, aucun rotor n'était disséminé dans les bois, il n'y avait pas de cratère, le fuselage était trop intact, comme si elle avait été placée là. Cette nuit-là, Julien s'est introduit par effraction dans l'ancienne salle des archives de l'hôtel de ville. Il y avait encore accès. Il a recherché les rapports de 2001. Il a trouvé quelque chose dont il ne se souvenait pas. Un document joint le lendemain de la disparition. Classification. Confidentiel, transféré à l'autorité centrale. Signature. Capitaine Étienne Valois. Mais ce n'était pas là l'étrangeté. Le plus étrange, c'était le tampon de transfert. Destination, ministère de la Défense. Pourquoi un hélicoptère civil privé se retrouverait-il sous juridiction militaire? Julien a pris des photos avec son téléphone portable. En sortant du bâtiment, il vit quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. La voiture de Valois était garée de l'autre côté de la rue, moteur en marche, et quelqu'un était assis sur le siège passager. Observation de l'hôtel de ville. Le lendemain, Julien se rendit au fleuve avec un ami ingénieur, Mathieu, feignant une curiosité désinvolte. Mathieu a examiné le terrain. Si tout cela avait été emporté par les inondations, il y aurait des traces d'impact tout au long du parcours, des arbres brisés alignés, une traînée continue de débris. Il n'y en avait pas. L'inondation avait révélé l'hélicoptère. Je ne l'avais pas apporté. Cela signifiait qu'il était enterré là depuis des années. Mais personne n'avait rien entendu. Personne ne voit rien, ou bien quelqu'un s'est-il assuré que personne ne regarderait là? Avant leur départ, Mathieu a évalué approximativement la profondeur de la boue autour d'eux. Résultat inquiétant, l'hélicoptère était enfoui à près de 3 mètres de profondeur. 3 mètres de sédiments se sont accumulés au fil des ans. Il n'est pas tombé là. Il était caché. La 3e nuit après la découverte, le téléphone de Julien a sonné à 2h17 du matin. Numéro inconnu. Il a répondu. Silence, respiration. Puis une voix féminine basse. Tu commences enfin à le voir, n'est-ce pas? Julien s'est figé. Qui es-tu? Ils ont menti en 2001. Ce n'était pas un accident. Ça ne l'a jamais été. Qui sont-ils? La communication a été coupée. Quelques minutes plus tard, un message est arrivé sur le téléphone portable. Une adresse, un rendez-vous et une phrase. Procure Port-Clair, Claire Dufour, le journaliste qui se trouvait dans l'hélicoptère. Mais elle était officiellement morte, ou manquant. Julien réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Et si la disparition n'était pas le but? Et si c'était pour faire taire les gens? Julien a commencé ses recherches sur Claire Dufour.
Il a découvert que des semaines avant le vol, elle avait travaillé sur une enquête concernant des contrats énergétiques et des concessions forestières dans la région. Cela impliquait des entreprises privées. Cela impliquait des terres publiques. Cela concernait une zone très précise de la forêt, dans la même zone où l'hélicoptère a été retrouvé. Plus étrange encore, l'homme d'affaires Henri Delacroix, également passager du vol, était l'un des principaux investisseurs dans ces concessions. Pourquoi un journaliste enquêtant sur des irrégularités voyagerait-il dans le même hélicoptère que l'homme d'affaires faisant l'objet de l'enquête? Ça n'avait aucun sens, sauf si elle n'enquêtait pas sur lui. Mais quelque chose de plus grand, quelque chose qui nécessitait qu'ils soient tous les deux au même endroit. Julien sentit la tension monter. Il ne s'agissait pas d'une simple disparition. C'était une opération. Le lendemain matin, Valois se rendit chez Julien, sans mandat. Aucune formalité. « Tu te mêles de choses que tu ne comprends pas », dit-il, debout dans l'embrasure de la porte. Julien garda le regard fixe. L'hélicoptère ne s'est pas écrasé. Il a été enseveli. Silence. Un silence pesant. Valois répondit alors, « Certaines choses doivent rester enterrées. » Et il est parti, sans le nier, sans confirmation. La menace était implicite. Cette nuit-là, Julien retourna en secret dans la clairière. « Je voulais revoir l'hélicoptère une dernière fois avant son retrait officiel. Mais quand il est arrivé, il n'était plus là. Aucun camion n'était immatriculé. Aucune déclaration officielle. Aucune opération annoncée. L'hélicoptère a tout simplement disparu à nouveau. Il ne restait plus qu'un trou dans le sol, et quelque chose que personne n'avait remarqué auparavant, piégé entre des racines exposées, partiellement cachées des inondations, un morceau de tissu, avec des taches sombres, et brodé de 2 lettres, CD. Julien serra le tissu de ses mains tremblantes. Derrière lui, une branche a cassé. Il n'était pas seul, et, pour la première fois, il réalisa que la disparition ne s'était peut-être pas terminée en 2001. Peut-être ne faisait-il que commencer. Julien n'a pas couru. Il se retourna lentement. Parmi les arbres, à la lisière de la clairière déserte, une silhouette féminine se dessina. Minceur extrême, cheveux courts et irréguliers, un visage marqué de fines cicatrices, mais leurs yeux étaient vivants. « Faites attention » et terrifiés. « Tu as pris ton temps », dit-elle presque dans un murmure rauque. Le monde de Julien semblait se rétrécir. « Claire ?» Elle porta son doigt à ses lèvres. Ils écoutent. Son cœur s'emballait. Claire Dufour était officiellement portée disparue depuis 9 ans, déclarée morte, dossier classé, oubliée. Mais elle était là. Respiration, formidable, vive. Claire ne s'est pas approchée de très près. L'hélicoptère ne s'est pas écrasé, a-t-elle déclaré. Il a atterri. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Où a-t-il atterri? Ici. Elle désigna la clairière. Nous avons été contraints d'atterrir. Par qui? Elle hésita. Et il a répondu, par des hommes qui attendaient déjà, avant qu'ils puissent poser d'autres questions, des phares illuminaient la forêt. Une voiture. Julien se retourna instinctivement. Quand il a regardé en arrière, Claire n'était plus là. Aucun bruit de pas, même pas des branches qui cassent. Rien, comme si elle s'était évaporée. Le lendemain matin, la télévision nationale a finalement annoncé la découverte de l'hélicoptère, mais la version était différente. Selon le communiqué, l'épave retrouvée en Nouvelle-Aquitaine ne correspond pas à l'hélicoptère disparu en 2001. Julien a failli laisser tomber la télécommande. C'était un mensonge. Il a vu le préfixe. Valois est vivant. Tout le monde l'a vu. Et pire encore, le communiqué indique que les tests préliminaires montrent que la structure trouvée appartient à un modèle fabriqué après 2005. Comment un objet fabriqué après 2005 pourrait-il être enfoui sous des sédiments accumulés depuis 2001? L'histoire était réécrite en temps réel. Quelques heures plus tard, Julien a reçu un autre fichier anonyme par courriel. Aucun expéditeur, juste une pièce jointe. Document interne du ministère de la Défense, date 18 octobre 2001. Titre de l'opération, Projet Forêt Silencieuse, liste des participants autorisés. Parmi les noms,
capitaine Étienne Valois, Henri Delacroix, E.T., Claire Dufour. Julien l'a relu plusieurs fois. Claire n'était pas qu'une simple victime. Elle participait à l'opération. Ou du moins, elle figurait sur la liste des participants autorisés. Cela signifiait deux choses. Soit elle était impliquée dès le début, ou peut-être que son nom a été inclus pour justifier quelque chose de bien plus important. Cette même nuit, la maison de Julien a été cambriolée. Non cambriolée. La porte était intacte, mais la chambre était un vrai désordre. Votre ordinateur a disparu. Les documents photographiés ont disparu. Et au centre de la table de la cuisine, il n'y avait qu'une seule chose. L'horloge numérique de l'hélicoptère. Réglage de l'heure à 19h03. Et une nouvelle marque qui n'existait pas auparavant. Une coordonnée. Julien tapait sur son téléphone portable. Le marqueur indiquait le centre exact de la clairière où l'hélicoptère a été retrouvé. Il agrandit la carte, et puis il réalisa quelque chose qui lui glaça le sang. Les coordonnées formaient un triangle parfait avec deux autres points de la région. Deux endroits où, au cours des 15 dernières années, des personnes ont également disparu sans explication. Ce n'était pas un accident. Il n'était pas isolé, c'était standard. Et quelqu'un était encore actif. Julien a à peine dormi. Claire était vivante. Le gouvernement a menti. L'hélicoptère a été retiré. Et maintenant, une série de disparitions se dessinait. Mais le plus inquiétant était autre chose. Si Claire était vivante, pourquoi se présenter maintenant? Julien décida de chercher les deux autres points de coordonnées. Le premier était situé à 12 kilomètres du village, près d'une ancienne zone d'exploitation forestière désactivée en 2003. Sur place, il a trouvé quelque chose qui semblait confirmer une théorie rationnelle. Une structure souterraine abandonnée. Vieux béton, porte en métal rouillé, symboles techniques effacés. Mathieu, l'ingénieur, a réussi à ouvrir la porte à l'aide d'outils improvisés. À l'intérieur, il y avait des tunnels, non naturels, construits. Et au bout d'un couloir, une pièce avec du vieux matériel de communication. Antennes démontées, générateurs, câbles épais. C'était une station illégale, peut-être militaire, peut-être expérimentale. Talvé parte d'Otal, projet forêt silencieuse. Julien ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis le début de l'enquête. Relief. C'était peut-être ça. L'hélicoptère avait peut-être été intercepté dans le cadre d'un projet secret. Peut-être que les gens ont été évacués. Peut-être s'agissait-il d'une opération d'État mal documentée. C'était, mais c'est explicable. Il commença à se convaincre qu'il n'y avait rien de pire. 2 jours plus tard, Valois le recontacta. Cette fois, il n'y avait aucune menace. Il y avait de la fatigue. « Vous en avez assez vu », dit le capitaine. Julien ne l'a pas nié. Valois suspirou. L'hélicoptère a pénétré dans une zone interdite. Des tests de communication étaient en cours. Des informations confidentielles étaient requises à ce moment-là. L'interception a mal tourné. Des personnes sont mortes. Ils ont étouffé l'affaire pour éviter un scandale international. Julien ressentit le poids de cette explication. Cela semblait plausible. Ça sonnait mal. Mais humain. « Et Claire ?» demanda-t-il. Valois hésita une demi-seconde. Mort. Trop rapide. Julien s'en rendit compte. Mais tout de même, pendant un instant, il y a presque cru. Il a failli démissionner. Il a failli décider de le laisser enterrer. L'enquête semblait se calmer. La presse s'est désintéressée. La forêt a été officiellement fermée en raison d'un risque environnemental. Julien est retourné au travail. Elle a mieux dormi. 3 jours s'écoulèrent sans aucun appel anonyme, aucune persécution, aucune trace de Claire. C'était peut-être mon imagination, peut-être un traumatisme collectif, peut-être de la paranoïa, jusqu'à ce que la 4e nuit, le village soit de nouveau plongé dans le noir, précisément à 19h03, comme en 2001, comme sur une horloge, comme le bruit qu'il a entendu il y a 9 ans. Le ciel était dégagé, pas d'orage, sans explication. Et puis le son est arrivé, pas de la rivière, mais de la forêt. Un pouls sérieux,
métallique, rythmique, comme une machine qui se réveille après des années. Julien est parti seul. Il n'a pas prévenu Mathieu. Il n'a appelé personne. Il a suivi le son jusqu'au 2e point des coordonnées. Au milieu des bois, il découvrit quelque chose d'impossible. Une clairière parfaitement circulaire, pas d'arbres, sans racines, comme si quelque chose avait été enlevé récemment. Au centre, le sol était brûlant. Il a joué, vibration légère, comme l'énergie souterraine active. Puis, il entendit des pas derrière lui, clairs, mais différents, plus faibles, très urgents. « Ils vont le réactiver », a-t-elle dit. « Activer quoi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. Le transfert. Julien ressentit pour la première fois une véritable peur. Transfert de quoi? Claire répondit presque sans voix. Des gens. Avant qu'il puisse réagir, des lanternes s'allumèrent autour de la clairière. Plusieurs. Des hommes émergèrent des arbres, pas en uniforme, mais coordonnés. Valois était parmi eux, et cette fois, aucune fatigue ne transparaissait sur son visage. Une décision a été prise. « J'ai essayé de te protéger », a-t-il dit. Julien s'en est rendu compte trop tard. L'explication précédente n'était pas un aveu, c'était une distraction. La station de métro n'a pas été abandonnée. C'était une réserve. L'hélicoptère n'était pas caché par honte. Il était caché car il faisait partie du test. Et l'épreuve ne s'est jamais terminée. Claire a essayé de s'enfuir. L'un des hommes la tenait. Julien s'avança instinctivement. Il était immobilisé au sol. Pendant le combat, il vit quelque chose qui anéantit tout espoir d'explication simple. Au centre de la clairière, le sol commençait à s'ouvrir, pas mécaniquement, pas comme une trappe. C'était comme si la terre se dissolvait de l'intérieur. Une lueur bleue jaillit de la fissure. Pas de bruit fort, pas d'explosion. Un simple bourdonnement croissant. Julien sentit l'air s'alourdir. Le corps vibre. Et alors il vit. À l'intérieur de l'ouverture, la silhouette de quelque chose de métallique. Courbé, sans ailes, sans hélice. Ce n'était pas un hélicoptère, ce n'était pas du matériel au sol. Il ne reconnaissait rien de ce qu'il avait reconnu. Claire a crié « Ils ne sont pas tombés, ils ont été emportés !» La lumière augmenta. Et pendant une fraction de seconde, Julien a aperçu des formes dans la lueur, ombres humaines, comme si quelqu'un était à l'intérieur. J'observe. Puis tout est devenu noir, silence absolu. La situation est revenue à la normale. Fermée, sombre, comme si rien ne s'était passé, sauf pour une chose. Claire n'était plus là, aucun des hommes n'était présent. Pas de lampe de poche, pas de Valois. Julien était seul, allongé sur la terre humide. Il est 19h04. Le faux sentiment de sécurité est terminé. Il n'y a plus d'explication plus convaincante. Il ne reste plus qu'une question. S'ils ont été pris, où aller? Julien resta à genoux pendant près d'1 minute entière. Le débroussaillage était normal, gratuit, silencieux. Aucune marque au sol, aucune empreinte, sans aucun signe indiquant que des dizaines d'hommes étaient passés par là quelques secondes auparavant. Mais il le savait, il le sentait, il a vu. Claire a de nouveau disparu, et cette fois, sous vos yeux. De retour à la maison, Julien verrouilla les portes, ferma les fenêtres et éteignit les lumières. Il était assis par terre dans la cuisine, fixant l'horloge numérique. 19h03. Toujours à 19h03, il rouvrit la carte. Les 3 points formaient un triangle parfait, mais lors d'une expansion plus poussée, il réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Le triangle était aligné sur d'anciennes lignes géologiques répertoriées dans la région depuis le 19e siècle. Des faux souterrains, champs magnétiques instables, endroits où les boussoles ont failli. Il a fait des recherches dans les archives historiques. Anciennes disparitions. 1873, 3 bûcherons ne sont jamais revenus. 1921, 2 soldats ont disparu lors d'un exercice militaire. 1968, un groupe de spéléologues disparaît lors d'une expédition. Toujours dans le même secteur, on signale régulièrement des lumières étranges. Toujours la nuit, et toujours avec des descriptions de vibrations dans l'air. Le projet de 2001 n'a pas créé ce phénomène. Il a essayé de l'utiliser. À 4h12, un autre courriel est arrivé. Aucun expéditeur. Une vidéo est jointe.
Julien hésita, mais il s'est ouvert. C'était un vieil enregistrement. Date 17 octobre 2001. Image granuleuse et sombre. Une clairière éclairée par des projecteurs. Des hommes entourant une zone circulaire au sol. Au centre, l'hélicoptère. Entier, fonctionnement, mais pas encore atterri. Il était suspendu à quelques centimètres du sol. Aucune hélice ne tourne, aucun bruit de moteur. Valois apparaît dans les images. Plus jeune, plus tendu. Une voix hors champ a dit « Le pouls se stabilisera à 19h03 ». Le sol se mit à briller sous l'hélicoptère, exactement comme la nuit où Claire a de nouveau disparu. La vidéo s'est interrompue brutalement, mais pas avant d'avoir démontré quelque chose d'impossible. L'hélicoptère ne s'est pas écrasé. Il a été tiré vers le bas. Il n'a pas explosé. Il n'y a pas eu de collision. Il a été avalé verticalement, comme si la Terre avait ouvert un passage. Julien a décelé tout le stratagème. Le ministère de la Défense a découvert une anomalie naturelle dans la forêt. Quelque chose d'étrange, quelque chose de cyclique, quelque chose qui s'activait à intervalles précis. En 2001, ils ont essayé de le mesurer. Test, explorer. Ils ont utilisé l'hélicoptère comme appât. Quelque chose a mal fonctionné. Ou alors, ça s'est trop bien passé. Des gens ont été emmenés. Et au lieu de clore le projet, ils ont continué. Essai, silencieusement. Les disparitions suivantes n'étaient pas accidentelles. C'étaient des tentatives. Certains ont échoué, d'autres non. Claire n'était pas la victime initiale. Elle était journaliste et enquêtait sur les concessions foncières. Il a découvert le phénomène, il a découvert le projet, et son intégration s'est faite par la force, ou contraint, ou proposé dans le cadre du test. Julien ressentit le poids écrasant du choix qui se présentait à lui, car maintenant il savait quelque chose de pire encore. La prochaine impulsion approchait. Le schéma indiquait des cycles de 9 ans. 2001, 2002 et ensuite 2019. Mais il a consulté le calendrier. C'était exactement le même jour. 18 octobre, l'impulsion se reproduirait à 19h03. Dans quelques heures, Julien a essayé de le signaler. Il a tenté d'envoyer la vidéo à des journalistes. Les messages n'ont pas pu être envoyés. Fichier corrompu. Internet est de nouveau tombé en panne. Le téléphone a perdu le signal. L'énergie a fluctué, exactement comme avant. Il a tenté de quitter le village. La route principale a été bloquée pour travaux d'entretien d'urgence. Véhicules stationnés. Officiellement, rien ne se passait. Officieusement, tout était en préparation. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas arrêter le phénomène. Je ne pouvais pas arrêter le gouvernement. Je n'ai pas pu sauver Claire, mais je pouvais faire une chose, entrer dans la clairière à 19h03, et pour savoir où ils étaient emmenés, même si cela signifiait ne jamais revenir. À 18h58, il était déjà à la lisière de la clairière. Cette fois, il n'y avait aucun homme en vue, pas de lampe de poche, pas de Valois. La forêt semblait abandonnée, mais l'air était lourd. Il pouvait sentir les vibrations sous ses pieds, comme un cœur souterrain qui s'éveille. 18h59, 19h01. Le sol se mit à trembler. 19h02. Une lueur bleue commença à apparaître au centre de la clairière. Julien prit une profonde inspiration. S'il reculait d'un pas, il survivrait. Si je devais faire un pas en avant, peut-être découvrirait-il la vérité, peut-être disparaîtrait-il, peut-être serait-il emmené, mais peut-être retrouverait-il Claire et tous les autres. 19h03. La terre commença à s'ouvrir, et Julien franchit le pas. Le sol ne s'est pas ouvert comme avant. Il a cédé, comme si elle perdait en cohérence. Julien n'est pas tombé. Il a franchi la frontière. Aucun impact, aucune douleur, aucune sensation de chute. La lumière bleue engloutit tout. Silence absolu. Alors, couture. Cela ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de sa tête. Un bourdonnement grave, constante. Il essaya de respirer. Il a réussi. Il essaya d'ouvrir les yeux. Il a réussi. Et ce qu'il vit n'était pas l'obscurité. C'était l'espace. Mais pas le paradis.
pas des étoiles, c'était comme se trouver à l'intérieur d'une bulle translucide suspendue dans un vide abyssal. Et en dessous, la forêt. La même forêt, mais très loin. Comme s'il regardait le monde à travers une épaisse couche d'eau, il se retourna et il en vit d'autres. Silhouettes humaines, des dizaines, certaines propriétés, d'autres bougeaient lentement, comme s'ils se réveillaient. Il a reconnu un visage, Claire. Elle était là, vive mais différente, trop calme. Elle s'approcha. « Tu n'aurais pas dû venir, dit-elle, mais sans désespoir. Où sommes-nous » Elle regarda autour d'elle. « Entrez. Entre quoi? Entre deux temps. » Son cœur s'emballait. Il essaya de toucher la surface invisible qui l'entourait. Il y avait une membrane, flexible, vibrant, et au-delà de cela, quelque chose d'encore plus grand. Structure, géométrique, lumière pulsante, des machines pas ordinaires, pas de technologie militaire, quelque chose qui semblait à la fois organique et artificiel. Et puis il a vu l'hélicoptère, entier, suspendu, figé au moment précis de sa disparition. Le pilote s'est immobilisé, l'homme d'affaires, la main levée. Tout est statique, comme une photographie en 3 dimensions. Ils ne sont pas morts, dit Claire. Ils ont été mis en réserve. Par qui? Elle a finalement répondu, ce n'est pas qui, c'est quoi. Ce phénomène n'était pas une arme. Ce n'était pas une expérience, c'était une anomalie naturelle de la planète. Un pli, un point de compression temporelle. Le gouvernement l'a découvert. Il a essayé de mesurer, essayé de l'utiliser, mais il ne l'a jamais maîtrisé. Le bout ne transportait pas les gens par choix. Il transportait ce qui se trouvait sur la mauvaise fréquence au moment précis. L'hélicoptère a été remorqué car il se trouvait au bon endroit, au bon moment. Julien commença à comprendre. L'armée a tenté de reproduire le phénomène, créer davantage d'impulsions, générer des activations artificielles. Certains ont fonctionné, d'autres non. Les disparitions suivantes étaient des tentatives de synchronisation, tests de résonance. Mais le phénomène lui-même, il était vieux, bien avant tout gouvernement. « Alors pourquoi es-tu encore conscient ?» demanda-t-il. Claire s'approcha. « Parce que quelqu'un doit revenir. » Le bourdonnement s'intensifia. La membrane commença à vibrer plus intensément. Il remarqua quelque chose d'effrayant. Le poignet se refermait. C'était temporaire. Il lui restait quelques minutes, peut-être quelques secondes. « Tout le monde ne peut pas partir, » a dit Claire. « La structure maintient un équilibre des masses. Qu'est-ce que cela signifie ?» Elle plongea son regard dans le sien. « Cela signifie que quelqu'un doit rester. » Le choc fut immédiat. « Non. Ça fait déjà 9 ans que je suis ici, Julien. Je peux rester. » Elle secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Je suis intégré à la fréquence. Pas toi. Si tu restes, tu seras figé comme eux. » L'hélicoptère à l'arrière-plan commença à se dissoudre lentement, comme de la poussière lumineuse. La membrane vibrait violemment à présent. « Si tu reviens, dit-elle, tu devras dire la vérité avant qu'il n'essaie de s'en servir à nouveau. » Il lui tenait la main. Elle était encore réelle, chaud. « Viens avec moi. » Pendant une seconde, elle hésita. Mais ensuite, quelque chose a changé. La structure environnante commença à se réorganiser, comme s'il avait détecté des interférences. La voix revint dans sa tête. Pas humain, non verbal, mais clair. Équilibre, compensation, remplacement. Il a compris. Ce n'était pas un choix humain, c'était de la physique. Il fallait bien que quelqu'un prenne la place. Julien a tiré Claire. La membrane s'est déchirée à un endroit. La lumière a explosé. Et puis, silence. Julien se réveilla dans la clairière. Terrain solide. Forêt intacte. Nuit silencieuse. 19h04. Il était seul. Pas de lumière bleue. Aucune ouverture. Aucune vibration. Il a couru jusqu'au village. Lumières allumées. Puissance normale. Aucune route bloquée. Comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé, très différent. Le lendemain matin, la télévision a diffusé un bulletin d'information urgent. L'homme d'affaires Henri Delacroix réapparaît après 9 ans de disparition. Image en direct. Hôpital. Confus, désorienté. Il a été indiqué que l'hélicoptère a subi une panne technique et a dû effectuer un atterrissage forcé. Je ne me souviens de rien après ça. Julien sentit son sang se glacer.
Si Henri est revenu, puis quelqu'un est resté. Il a couru jusqu'à la maison de Claire, vide, abandonnée depuis des années. Mais il y avait quelque chose de nouveau sur la table de la cuisine, un magnétophone. Avec un seul message, il a appuyé sur lecture par sa voix. Calme. Si vous entendez ceci, c'est que ça a fonctionné. L'équilibre est rétabli, mais pas complètement. Ils essaieront encore d'en profiter. Ne les laissez pas faire. Et Julien, j'ai choisi de rester. L'enregistrement est terminé. Julien s'est laissé tomber sur la chaise. Elle n'a pas été remplacée. Elle s'est portée volontairement. Et puis, il réalisa quelque chose d'encore plus inquiétant. Si l'équilibre exige une compensation, et Henri revint, qui a pris sa place initialement? Parce qu'à l'hôpital, outre Henri, il y avait une autre nouvelle, moins importante, quasiment ignorée. Le capitaine Étienne Valois a disparu la nuit précédente, sans laisser de traces. Aucun signe de lutte, sans explication. 1903. Le gouvernement a déclaré Valois absent dans des circonstances inconnues. L'affaire a été discrètement classée. Henri Delacroix n'a jamais recouvré l'intégralité de ses souvenirs. Le projet Forêt silencieuse est officiellement terminé. La zone forestière a été transformée en réserve environnementale permanente. Interdiction totale d'accès. Julien a essayé de tout révéler. Il a envoyé des vidéos, rapports, preuves. La plupart ont été discrédités, qualifiés de théoriciens du complot. Mais quelque chose est devenu viral. Une ancienne vidéo datant de 2001 a fuité en ligne. Des millions de personnes ont regardé. Des discussions ont éclaté. Les scientifiques ont débattu des anomalies magnétiques. Les sceptiques ont tenté de le réfuter, mais ils n'ont jamais pu expliquer comment l'hélicoptère a été avalé verticalement. Et le dernier détail. Chaque année, le 18 octobre, à 19h03, les horloges numériques de Saint-Romain-les-Bois ont exactement 1 minute de retard. Impeccable. Aucune cause identifiée. 9 ans plus tard, 2019. Julien est plus âgé, plus calme. Mais il attend toujours. Car parfois, lorsque le vent souffle dans la forêt en fin d'après-midi, il écoute. Un son métallique lointain, comme quelque chose qui tente d'émerger. Maintenant, je vous demande, si vous vous trouviez dans cette clairière à 19h03, voulez-vous reculer ou bien vous avanceriez-vous? Et si une personne que vous aimez pouvait revenir, mais au prix de ne jamais pouvoir revenir, dites-nous ci-dessous ce que vous feriez, car peut-être, en ce moment même, existe-t-il des endroits dans le monde où le temps ne s'écoule pas comme il le devrait. Et la seule chose qui les empêche d'être réutilisés, c'est pour que davantage de personnes soient au courant. Si cette histoire vous a touché, ne l'ignorez pas. Certaines vérités ne restent vivantes que lorsqu'elles sont partagées. Et parfois, partager est le seul moyen de faire en sorte que l'on se souvienne de quelqu'un qui est de l'autre côté.